Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous politique. La rédaction de Yachtil poursuit ce soir la série de débats consacrés aux élections législatives anticipées suite à la dissolution prononcée par le président de la République. Une élection essentielle dans un contexte national et international très instable qui verra peut-être après le 7 juillet un changement de majorité et de gouvernement avec des conséquences importantes pour l'avenir immédiat du pays et bien évidemment pour la Corse. Alors nous poursuivons donc ce soir ce tour de Corse des circonscriptions avec celle de Portiuit et ses 6 candidats en lice que va vous présenter maintenant Pierre-Simon Poli, que je salue. Buonasera. On commence avec le sortant Paul-André Colombani, député Elliott. Vous êtes aussi un des leaders du parti de Diana Giannegoursa. Bonsoir. Bonsoir. Valérie Bozzi, vous êtes de nouveau candidate d'hiver droite à cette élection. Vous étiez arrivée au second tour en 2022. Vous êtes par ailleurs maire de Grosseto-Prugne, présidente d'intercommunalité, mais aussi coprésidente du groupe Monsofiono à l'Assemblée de Corse. Bonsoir à vous. Bonsoir. À vos côtés, on retrouve Jean-Baptiste Lucioni, maire de Pietrosella et se revendiquant du Front populaire à Luso-Gorsu dans cette circonscription, même si la Corse ne fait pas officiellement partie de l'accord national. Bonsoir. Bonsoir. De l'autre côté de ce plateau, François Filogne, et pour le Rassemblement national, vous étiez vous aussi candidat en 2022. Bonsoir. Bonsoir à vous. Et enfin, Michel Tioca pour Mossa Baladine. Buonasera. Buonasera. Alors, madame, messieurs, bonsoir à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation à débattre. Alors, il manque un candidat ce soir. Il s'agit de Jean-Baptiste Cou, qui est du mouvement Corim Front et qui, pour des raisons personnelles, n'a pu être présent. Alors, vous débattrez durant environ 1h30 au cours de cette émission que nous diviserons en 3 parties, en évoquant d'abord le contexte politique général assez inédit, puis vos éléments programmatiques à la fois sur les thèmes généraux, mais aussi sur l'autonomie de la Corse et l'avenir de la Corse. Enfin, vous conclurez en explicitant votre positionnement en cas de victoire, si vous accédez au Palais Bourbon. Alors on commence avec un tour de table et avec vous Valérie Bozzi, avec cette dissolution qui a jeté la sidération dans le monde politique. Alors c'est un pas vers l'inconnu pour tout le monde, pour vous aussi, et un piège pour la droite qui risque de sortir exsangue de cette élection. Alors effectivement, ça faisait 2 ans qu'on sentait monter l'énervement et la difficulté pour la majorité de gouverner, de sortir des réformes. Donc on voyait venir la nécessité d'une dissolution. Ce qui est plus étonnant, c'est le temps de cette dissolution qui a pris de court effectivement tout le monde et qui a entraîné une crise politique majeure dans notre pays. Je crois que c'est une erreur de l'avoir fait à ce moment-là. Et en tout cas, j'espère qu'il y aura une volonté de reconstruire une majorité large, de reconstruire pour le pays. Et moi, je me suis engagée dans cette élection sans étiquette parce que c'est pour moi l'occasion de changer le député sortant qui est présent aujourd'hui. Mais il y a une volonté, je crois, des Corses de voir une nouvelle voix portée à l'Assemblée nationale. Donc cette dissolution est pour nous une opportunité de redonner la parole aux électeurs. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la démocratie. Au contraire, elle intervient après les élections européennes, mais elle permet de redonner la voix aux Corses et de témoigner de leur volonté. Paul-André Colombani, en général, les députés, quels qu'ils soient, n'aiment pas retourner devant les électeurs de façon impromptue. J'imagine que c'est votre cas également. Mais cette élection montre aussi, du côté nationaliste, l'ampleur de vos divisions. Dans quel état d'esprit est-ce que vous abordez ce scrutin ? Écoutez, nous, on a été surpris par cette annonce de dissolution. Bien évidemment, on la sentait venir. Bien évidemment, même on pensait qu'on allait surseoir aux Jeux Olympiques pour ne serait-ce que quelques questions de sécurité. Après les Jeux Olympiques, c'est évident qu'on ne pouvait pas attaquer une 3e année à coup de 49.3 pour fabriquer le budget de la France. C'était pas envisageable. Et on sentait bien évidemment cette majorité relative trop fébrile. Bon, effectivement, le pays se trouve dans un contexte bien particulier. Moi, donc, aujourd'hui, on risque de se retrouver avec un débat où la Corse va être très très vite exclue en polarisant entre le Rassemblement national et le Front populaire. Donc, je veux rappeler tout d'abord ce soir qu'on n'élit pas un Premier ministre, mais on élit un député qui va porter la voix de la Corse à Paris. Et donc, bien évidemment, une grosse frustration parce que, à quelques jours près, alors que ma proposition de loi sur le centre hospitalier universitaire venait d'être votée à l'unanimité en commission, cette dissolution a empêché son examen en séance et donc son adoption. Donc, une grosse frustration et une envie d'y retourner pour
continuer à ce mandat pour lequel les électeurs m'avaient donné une large majorité en 2022. Jean-Baptiste Soultchoigne, on l'a dit, vous vous revendiquez du Front populaire, même si la Corse ne fait pas partie de l'accord national. Comment vous l'expliquez? Alors d'abord, je dirais que quand mes adversaires politiques, parce que je n'ai que des adversaires, je n'ai pas d'ennemis en politique, j'ai des adversaires, j'essaie de les combattre sur le fond, sur les idées, sur les projets. Et c'est en ce sens que la candidature que je porte au niveau du Parti socialiste et du nouveau Front populaire, que je revendique dans le sens où il faut des fois se savoir se montrer à la hauteur des enjeux. D'autres, bien plus grands que moi et avec beaucoup plus de responsabilités l'ont fait. Je pense à l'ancien président de la République, je pense à 2 premiers ministres, je pense à un ministre d'Emmanuel Macron qui a démissionné quand on parlait de la loi sur l'immigration. Toutes ces personnes qui ont été en capacité de dire à un moment donné, on est à l'aune d'un vrai choix de société. Aujourd'hui, l'arme constitutionnelle qu'a voulu activer le président de la République en mettant en place cette dissolution est en train de se retourner contre lui et se retourne totalement contre lui. Et par contre, les électrices et les électeurs ont un vrai choix de société à faire. Un vrai choix de société à faire parce qu'il y a la possibilité qu'on n'a jamais connue en France depuis la Seconde Guerre mondiale que l'extrême droite arrive aux responsabilités. Il y a aussi, vis-à-vis de ce qu'a construit le président de la République et ce qu'il n'a pas envisagé dans cet espace-temps, parce qu'il voulait aller très très vite et ce que je pense être, pour ne pas être au fait vraiment proche du gouvernement, je n'avais pas d'informations et je ne pensais pas que la dissolution arriverait, mais il a surtout voulu aller très vite pour donner une prime aux sortants. Et cette prime aux sortants, elle voulait dans son sens, encore une fois, faire que les Français et les Françaises et les citoyens de ce territoire, et les gens de cette circonscription, et les Corses, votent encore une fois contre. L'objectif, il n'est pas de voter contre, il est de voter pour. On nous attendait, on disait les gauches irréconciliables. En quelques jours, on a réussi à faire cette réconciliation. Vous nous avez dit qu'on n'est pas dans ce mouvement nouveau Front populaire. Bien sûr que si, on l'est. Il y a eu cet enjeu où nous avons été capables de nous rassembler comme au niveau national où derrière les partis traditionnels, toutes les associations syndicales nous soutiennent. Place publique portée par Raphaël Guzman qui a porté un espoir, un véritable espoir au niveau des élections européennes et aussi dans l'action. Il est à l'initiative de ce rassemblement. Donc je pense que toutes et tous aujourd'hui, nous devons montrer que nous avons un projet en commun. D'ailleurs, c'est le seul projet qui est chiffré en termes de dépenses et de recettes. Donc nous avons un projet en commun et nous pourrons porter une véritable alternative au gouvernement actuel. Après, les ténors des partis ont choisi de ne pas mettre la Corse dans l'accord. C'est un fait. Non, c'est pas comme ça, mais on pourra en rediscuter. François Fillogne, vous êtes sans doute le seul à être ravi de cette dissolution aujourd'hui. Vous la demandiez avec le RN. C'est une satisfaction aujourd'hui ? C'est une satisfaction de rendre la parole au peuple. Pourquoi ? Nous étions à bord du Titanic. Je rappelle, submersion migratoire, des déficits de tous les côtés, une dette abyssale, les services publics en manque de moyens. Nous sommes dans une société où tout est à la dérive. Et le pire du pire, la violence qui s'enracine au niveau national, même en Corse, on passe quand même de 2017, de 220 000 agressions physiques, on ne parle pas de cambriolage, on ne parle pas de vol de voiture, on parle de gens battus, violentés, à 360 000. Et il faudrait continuer dans cette piste. Moi, je vois qu'on a dit, mais attention, les candidats du Rassemblement national en Corse, ils ne sont pas connus. Il vaut mieux pas être connu pour avoir soutenu une telle politique. Donc c'est une politique catastrophique. Je rappelle que la dissolution, ce n'est que la conséquence. Les causes, il faut les traiter. Il faut traiter le pouvoir d'achat. Je rappelle que les Corses n'y arrivent plus, les Français n'y arrivent plus. Quand vous mettez 100 € de gasoil dans votre voiture, vous n'avez que 40 € de produits et 60% de taxes. On va parler du débat, mais d'abord, votre conception, parce que là, vous dites c'est le Titanic, c'est pour ça que Bardella refuse de prendre la barre automatiquement s'il gagne les élections ? Pour prendre la barre, encore faut-il pas être 4 à tenir la barre. Il faut un cap clair, nous sommes clairs, nous allons redonner du pouvoir d'achat, nous allons nous expliquer comment nous finançons ce pouvoir d'achat, nous allons mettre fin à cette violence que les Français ont peur aujourd'hui. Aujourd'hui, les Français ont peur. Et ensuite, arrêter avec cette submersion migratoire, à savoir que nous, le pacte migratoire, nous allons proposer un pacte de co-développement. Est-ce que vous irez au gouvernement si vous gagnez les élections ? Ces gens qui viennent et qui fuient l'Afrique, parce qu'il y a le réchauffement planétaire, comment on les aide à se fixer chez eux ? Par un pacte de co-développement. Pas en prenant la misère ici pour l'additionner à notre misère. Je pense qu'ici, il y a suffisamment de Corses qui souffrent, qui se voient privés injustement de logement, qui n'ont pas de pouvoir d'achat, qui ont besoin de solidarité. On a bien compris, mais si vous arrivez en tête des élections, est-ce que vous irez au gouvernement ou pas ? Si nous avons une majorité. Je rappelle qu'aujourd'hui, les lignes bougent. Je suis aujourd'hui le candidat du RN, je suis soutenu aussi par les Républicains, je suis soutenu par toutes les mouvances
qui veulent un cap clair pour la Corse. Donc aujourd'hui, je peux dire que oui, nous nous dirigeons vers le pouvoir. Et l'élection, contrairement à ce que dit mon contradicteur à côté, que je respecte, aujourd'hui, on va choisir quoi? Qui va être le Premier ministre? Jean-Luc Mélenchon ou Jordan Bardella? Voilà le cap. Les gens ne vont pas voter pour la politique et le local. On ne va pas demander à un élu qu'est-ce qu'il va faire du trottoir. Aujourd'hui, on est dans une politique nationale. Les gens vont avoir le choix entre Jordan Bardella ou Jean-Luc Mélenchon. C'est un choix de société. Michel Tchouk, vous êtes le moins connu de tous les candidats. Vous représentez le mouvement Paladini. Quel est le sens de votre présence dans cette élection? Déjà, on trouve que Emmanuel Macron, c'est un peu le Néron du XXIe siècle. C'est l'homme de la politique de la terre brûlée. Donc nous, ça nous fait plaisir quand même d'aller pour une fois aux élections. Un parti très jeune, on a à peu près 3 mois d'existence, et on est là pour proposer une alternative aux autonomistes, proposer une autonomie de droite. Parce que jusqu'à maintenant, on avait une autonomie qui naviguait entre la gauche et la droite, on ne savait pas où elle allait, on ne construisait rien. Aujourd'hui, nous, on veut construire quelque chose sur une base programmatique, qui est économique, énergétique, et faire du gagnant-gagnant avec les partis qui seront au pouvoir. Je ne serais pas aussi catégorique que M. Filoni sur qui va gouverner au niveau du RN, parce que pour l'instant, c'est l'inconnu la plus totale. Pas de RN, pas de gauche, pas de LFI, on ne sait pas où on va. Donc on verra au soir du premier tour ce qu'il convient de faire. Vous parlez de droite, mais votre parti affiche clairement un rapprochement avec Marion Maréchal Le Pen. Bien sûr, il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions. Ce qui nous différencie, c'est que le RN est jacobin. Nous sommes plutôt girondins et identitaires. Moi, je suis article 1 de la Constitution. La France est décentralisée. C'est pas la même chose. C'est nouveau. Vous avez jamais. C'est pas nouveau. Vous êtes nouveau là-dessus. Nous sommes autonomistes depuis de très nombreuses années. On a participé, par exemple, à l'autonomie des universités. On a négocié avec des gens de droite. Il n'y a pas de problème. On discutera tout à l'heure de l'autonomie, mais je pense que je vous amènerai la contradiction sur l'autonomie. Pourquoi nous, on ne veut pas? Il n'y a pas de problème. Mais on veut la décentralisation. On veut redonner une respiration démocratique en Corse. Jusqu'à quel point vous la voulez? Que les Corses tranchent de leur destin. Donnez-moi. Ils peuvent trancher de leur destin, les Corses. Oui. Donc c'est quand même un pouvoir législatif. Non, c'est pas. Non, vous confondez l'autonomie législative et l'autonomie administrative. Je pense que là-dessus... Il y a déjà de très forts pouvoirs administratifs, mais ils ne sont pas tous utilisés. Non, mais justement, quand on voit qu'on a l'autonomie dans les transports, on a les transports de marchandises les plus chers de l'OCDE, on a l'autonomie en matière de déchets, nous avons les déchets les plus chers de France, nous avons l'autonomie pour l'eau. Bientôt, on va vous demander de prendre une douche par semaine. Donc il y a un véritable problème de société. On va venir sur le débat de fond dans la deuxième partie. D'autonomie. La politique et le local, mais vous êtes dedans là. Non, je ne suis pas dans la politique et le local. Quand vous dites un CHU, ce CHU, vous le financez avec quoi? Avec la solidarité nationale. Si vous faites de l'autonomie, vous n'avez plus la solidarité nationale. Et là, nous, on ne veut pas couper le lien. Mais par contre, nous, on veut construire nos richesses pour être Monsieur Filon, nous, on veut construire des richesses. 350 millions de centres hospitaliers. Si vous voulez le financer, il est financé par le ministère de la Santé, il est fait par le ministère de l'Éducation nationale. On va aborder ce débat dans la deuxième partie, François Filon. Que toutes les régions de France Valérie Baud, centre hospitalier universitaire, et on était le seul à ne pas en disposer. Lorsqu'on voit la mobilisation de toutes les forces politiques, et en particulier... Monsieur Filon, merci. Chacun son tour. Vous êtes 5 candidats. Chacun a le droit de parler. Valérie Baudzi, sur l'atomisation de votre famille politique, quel discours aujourd'hui vous pouvez tenir à vos électeurs? Demain, dans quel... Où siégeriez-vous à l'Assemblée nationale? D'abord, je pense qu'il y a une voie entre Mélenchon et Bardella. Moi, ça fait maintenant plus de 3 ans que j'ai choisi de continuer ma vie politique en dehors des partis. Aujourd'hui, dans cette élection, particulièrement plus que dans n'importe quelle autre, parce que l'enjeu de la Corse et l'enjeu national le demandent, il faut rassembler. Il faut rassembler les Corses, qu'ils soient de droite, du centre, les sociodémocrates qui ne se reconnaissent pas dans le programme du Front populaire, les nationalistes qui sont déçus, ceux qui attendent une autre voie. Je pense qu'elle existe et j'en appelle à tous ces électeurs-là. En dehors des partis, moi, ça fait longtemps qu'en femme libre, je suis sortie de ces engagements-là, tout simplement parce que je suis maire d'une commune de plus de 3000 habitants depuis longtemps. Je suis présidente d'une communauté de communes avec 28 communes. On travaille tous ensemble dans un intérêt général et c'est ce qui doit être la priorité de nos engagements, revenir à un engagement de territoire. C'est ce que je souhaite proposer dans cette élection. Si demain je suis élue, je serai la députée de la 2e
circonscription, mais je représenterai aussi la nation. C'est important qu'un député, et le député de la 2e circonscription de Corse du Sud, s'intéresse aux débats nationaux, parce que la Corse, elle n'est pas coupée du monde, elle n'est pas coupée de la nation, elle doit s'intéresser à l'ensemble des débats qui sont portés à l'Assemblée nationale. C'est dans cette démarche que je m'inscris. Vous avez quand même un positionnement politique, on vous connaît plutôt de droite, mais vous n'êtes pas du tout sur la même tendance qu'un Éric Ciotti, par exemple, qui serait prêt à soutenir le Rassemblement national en cas d'élection. Mes valeurs sont de droite, je suis d'une droite sociale, d'une droite populaire, de la droite des territoires. Effectivement, comme je vous le dis, depuis 2021, je ne suis plus encartée dans aucun parti parce que je suis engagée sur mon territoire. Parce que, avant tout, c'est la défense de mon territoire qui compte. Et c'est l'intérêt général et c'est les projets à un instant T. Le CHU, M. Colombagne en parle, je l'avais proposé en 2022, j'étais la première à le proposer. Ça fait 7 ans qu'il est élu, il n'a toujours pas réussi à faire une proposition de loi qui est aboutie. Donc, à un moment donné, il faut un député qui soit présent sur les débats nationaux, sur la discussion d'un revenu minimum donné aux agriculteurs. C'était un débat national qui intéressait fortement les agriculteurs de Corse. Là encore, on n'a pas entendu la voix du député sortant. Il y avait des dispositions à faire, à proposer pour que les agriculteurs de Corse, qui ont une disparité notamment sur les transports de fourrage, les transports d'aliments, qui pèsent sur leur exploitation, il fallait que dans cette loi-là, une continuité territoriale soit accordée pour que les agriculteurs puissent vivre décemment en Corse de leur travail. Il faut s'intéresser aux débats nationaux, il n'y a pas que... Paul-André Colombagne, sur ces critiques. Je ne vais pas répondre à toutes les critiques, ce n'est pas possible, parce que Mme Bozzi ne connaît pas manifestement le travail qui est fait à Paris, le fonctionnement même de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, son positionnement n'est pas clair du tout. Il est même un peu trompeur vis-à-vis de ses électeurs. En 2022, je ne vous le permets pas. Mon projet est clair, je vous ai laissé parler. Vous n'en avez pas. Sur 260 propositions de loi, vous n'avez participé qu'à 50 votes. Ce n'est pas le rôle d'un député en 2 ans. On ne va pas refaire le débat de 2022. Les électeurs ont tranché. Si vous avez trouvé que ce type d'argument depuis 2022, c'est simplement du réchauffé. Les électeurs ont déjà tranché. Je ne vais pas changer ma façon de travailler. J'ai participé à l'ensemble des débats nationaux importants. Je vous rappelle que la réforme de la loi de retraite, la plus forte contestation, c'est mon groupe qui l'a portée, le groupe Lyotte à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle qu'il y a eu une motion de censure. Il y a eu une motion de censure. Il y a eu une motion de censure qui a été historiquement votée. Il a fallu, il s'en est manqué de 9 voix pour faire tomber le Finissez pour Colombagne, après vous aurez la parole. Aujourd'hui, moi j'ai un bilan, j'étais venu avec des propositions, un certain nombre sont engagés, j'ai eu des amendements qui ont été adoptés sur la lutte contre la spéculation foncière, j'ai eu des amendements qui ont été adoptés pour la saisie des biens dans la grande criminalité, j'ai eu des amendements, et bien sûr ma proposition de loi qui a été adoptée. Je vous rappelle que j'ai 125 députés de tous les bords qui me l'ont co-signé. Donc, j'ai rien demandé au Rassemblement national parce que c'est pas dans mon ADN. Mais par contre, j'avais 30 républicains, j'avais 30 républicains qui me l'avaient signé. Donc, je considère, je pense que je suis capable de parler à tout le monde et dans tous les débats nationaux. Donc, j'ai pas de leçons à recevoir de vous aujourd'hui. Michel Tchouk, sur le bilan du député sortant. C'est un groupe multiforme qui choisit au gré des politiques de voter pour ou contre. Une semaine avant les européennes, ils étaient prêts à faire voter une motion de censure. 15 jours après, on soutient le président Macron. Donc c'est dur de voir quelque chose. On vote un tiers sur le corps électoral de la Nouvelle-Calédonie, un tiers pour, un tiers contre, un tiers absent. Donc il n'y a pas de fond politique là-dedans pour moi. Le groupe Lyotte, c'est quand même des personnes en Corse qui se sont associées avec le fossoyeur des arrêtés Miot. Je ne sais pas comment on peut faire ça. Je ne connais pas plus grande trahison. Ans, on n'est toujours pas revenu dessus. Non, mais je ne connais pas plus grande trahison que ça. Donc j'aimerais avoir quand même des explications. C'est la personne qui est contre toutes les spécificités, il fait partie du groupe Lyotte. Ce débat, il a été tranché. Ce débat, il a été tranché depuis longtemps. Non, il n'est pas tranché, ce débat. Ce débat, il a été tranché depuis longtemps. Je veux dire, les arrêtés Miot, on vient de proroger pour 10 ans. Le foncier en Corse, je pense que c'est prioritaire. Je veux dire. Maintenant, si on considère que supprimer les arrêtés Miot et de rester sur un système transitoire pendant 4 ans et ne pas le pérenniser, je pense que c'est une grave erreur. Aujourd'hui, il y a du travail qui est fait là-dessus. Il y a un travail notamment du gouvernement qui avait été fait ça.
Non, mais voilà. Il y a un travail du gouvernement, notamment à travers les responsables du ministère de la Justice, qui est en train d'aboutir. Vous n'êtes peut-être pas au courant. Mais ensuite, je veux dire, le député qui est dans mon groupe dont vous parlez, il s'est positionné en faveur de l'autonomie de la Corse. Le député de Courson. Voilà, le député de Courson, dont vous venez de faire, qui vous venez de faire référence. Aujourd'hui, si on travaille avec lui, c'est qu'il s'est positionné clairement en faveur de l'autonomie de la Corse, comme on a su en convaincre beaucoup d'autres. Aujourd'hui, moi j'aimerais qu'on aille sur le fond des choses. Attendez, vous n'êtes pas seul, François Fillon, je vous l'ai déjà dit. Jean-Baptiste Louchon. Je pense que le micro. Je le prends au bon. Merci François. Donc, non, je pense qu'aujourd'hui, sur le principe, aujourd'hui, on est en train de rentrer dans le débat de la circonscription avant de commencer à travailler et à travailler sur les projets nationaux. On a quand même le député qui va être élu ou la députée qui va être élue au soir du 7 juillet portera aussi, à un moment donné, une responsabilité vis-à-vis des enjeux qui sont ouverts à la société. Il y a 3 grands blocs qui vont se dessiner compte tenu des instituts de sondage qui sortent aujourd'hui, et globalement, ils se trompent très peu, il suffit de regarder les résultats aux élections européennes. Donc je pense qu'on a aussi, quelque part, à avancer sur la base programmatique et ce qu'on a envie de proposer. Et ce qu'on a envie de proposer, moi je peux tout entendre, mais dire qu'à un moment donné, on est pour le pouvoir d'achat quand on vote contre le pouvoir d'achat, dire qu'on n'est pas capable de... On vote contre carrément le SMIC à 1 500 €. Donc aujourd'hui, il y a des actes, et il y a des paroles. Moi, je pense, j'appelle les électrices et les électeurs à regarder ce que sont les actes et regarder ce que sont les paroles. On dit qu'on va revenir sur la retraite à 64 ans quand on est en campagne. Dès qu'on risque d'arriver aux responsabilités, on risque d'arriver aux responsabilités. On ne le sait même pas. On commence par dire, tiens, on va faire un audit. Donc, à un moment donné, il y a bien aussi, à un moment donné, quelque part, les gens ne doivent pas être trompés. Les électrices et les électeurs ne doivent pas être trompés. Et sur cette circonscription, comme sur toutes les circonscriptions. Donc, le débat, il est hyper intéressant sur qu'est-ce qu'on va construire pour notre société en Corse, bien entendu. Et je serai le premier à y participer. Et depuis plus de 15 ans, j'y participe. Et j'étais même des premiers à y participer. Sur l'autonomie, je pense que le candidat issu du parti politique et des différents gouvernements qui ont donné 3 statuts à la Corse, à un moment donné, ne sera jamais en dehors de cette partie-là. Ça, c'est la partie nationale. Mais à titre régional, il est évident que tout le monde sait mes positions sur le statut de résident. Tout le monde sait mes positions sur aujourd'hui l'amnistie. Tout le monde sait mes positions sur la coefficialité de la langue. Donc tout ça, c'est des débats hyper intéressants. J'en ai conscience et on en a tous conscience. Par contre, à un moment donné, il faut d'abord qu'on arrive à dire qu'est-ce qu'on fera à l'Assemblée nationale, quel sera notre programme, sur quoi nous allons voter, sur quelles propositions. Justement, pour vous, Jean-Baptiste Louchon, la clarté, c'est important, vous avez raison, mais à gauche, c'est pas très clair, parce que vous avez entre LFI, le Parti socialiste et des centristes de gauche, disons, c'est un mélange de tout ça, non ? Mais il faut elle est où la clarté, la lisibilité ? La lisibilité, elle est sur la base programmatique. Aujourd'hui, tous ces mouvements et partis politiques ont signé cette base programmatique. Donc, ce qu'on pouvait dire il y a ne serait-ce que 6 mois de cette vision, a totalement évolué par le résultat des élections européennes, le fait que Raphaël Guzman, donc le Parti socialiste, soit arrivé en responsabilité, le premier en responsabilité, et souhaité créer ce rassemblement, et nous sommes à la hauteur de ce qu'attendent les électrices et les électeurs. Donc tout ça, nous avons une vraie base programmatique, un vrai projet alternatif, parce qu'à un moment donné, il faut bien aussi proposer un projet alternatif. Si les personnes aujourd'hui se déplacent pour voter contre le président et contre tout ce qui a été fait depuis 7 ans, il faut les entendre, il faut les écouter. C'est pas rien. Les gens qui viennent participer à un scrutin pour dire « je suis contre », c'est important. Le président a arrosé tous les jours, malheureusement, son adversaire souhaité. Eh bien, à la fin, il a fait que cranter et dire que potentiellement, il pouvait arriver aux responsabilités. Et face à cet enjeu, nous sommes à la hauteur. Nous avons été capables de nous rassembler, comme je disais tout à l'heure, nationalement, mais localement. Et donc, nous sommes capables de porter le projet du nouveau Front populaire avec les 150 mesures qui sont portées, qui sont chiffrées en recettes et en dépenses. Et on pourra les décliner, j'espère, dans la deuxième partie du débat, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le seul mouvement national qui apporte des propositions qui ont été validées par les économistes, le seul mouvement national qui apporte des propositions qui ont été validées par une partie du MEDEF. Donc je pense que nous avons des propositions à faire de façon très concrète sur ces mesures. Mais je pense que nous devons les faire dès maintenant. Et après, bien entendu, la circonscription, on aura à décliner de façon très très naturelle, mais chacun avec ses responsabilités, chacun avec son vécu et chacun avec ses engagements.
On y arrive. On arrive à la deuxième partie de notre émission pour parler programme. Alors, il est vrai que le temps de la campagne est très court et personne n'a vraiment eu le temps d'élaborer des programmes nouveaux. Néanmoins, il y a quelques thèmes nationaux et locaux qui intéressent particulièrement les citoyens et qui méritent que l'on y revienne. On commence par le pouvoir d'achat, le coût de la vie très élevé en Corse plus qu'ailleurs. Ni les rapports de l'autorité de la concurrence, ni aucune autre mission préalablement n'y a fait grand-chose. Les Corses payent toujours plus cher et leur pouvoir d'achat est en constante diminution. Quelles sont les propositions que vous faites pour remédier à ça, Michel Thiault? Tout simplement supprimer des charges salariales qui pèsent sur les employés et qui pèsent aussi sur les patrons. Si on rapproche le salaire net du salaire brut et qu'on reverse à l'employé, déjà, on gagnera du pouvoir d'achat. Le SMIC à 1 500 €, c'est encore une hérésie. Aujourd'hui, vous voulez rajouter 100 € à un employé, ça vous coûte 480 €. Un prix Nobel d'économie l'a validé. Donc, moi, je ne suis pas prix Nobel d'économie, je ne pense pas que Mais moi, je suis dans la réalité, monsieur. J'ai une entreprise, je la gère et je sais comment je paye mes salariés. Donc, les salariés, il n'y a personne qui est au SMIC. On fait l'effort. Si vous voulez, on vous montre les chiffres. On fait l'effort. Un salarié, chez moi, c'est entre 700 et 2000 € par mois. Et on croule sous les charges. Donc réduire les charges et faire profiter aux salariés, je pense que c'est mieux que de mettre du SMIC à 1 500 € qui peuvent gréver plein de petites entreprises. Je pense qu'il y a des moyens de les financer et je vous expliquerai comment. Oui, pas de problème. Sur ce point. J'attends un cours. Mais dans la réalité. Une proposition très simple qui pourrait être effective dès la rentrée, c'est un amendement à la loi de finances 2025 pour baisser le prix de l'essence en Corse de 25 centimes par litre. On sait que ça pèse sur les budgets des Corses, particulièrement dans notre deuxième circonscription, qui est une circonscription très rurale, où on a peu de transports en commun. Donc voilà une mesure très concrète que je proposerai dès la rentrée pour redonner du pouvoir d'achat aux Corses. Effectivement, j'étais hier à Serradiscopamène et je rejoins les propos de M. Thiault. Les entreprises en Corse doivent avoir des allègements fiscaux, notamment pour les petites entreprises qui restent ouvertes dans l'intérieur. Il y en a déjà beaucoup eu d'allègements fiscaux sous la présidence de Macron. Pas pour les entreprises du rural qui restent ouvertes dans l'intérieur et qui assurent un substitut de services publics. Ces entreprises-là, elles restent ouvertes toute l'année, elles font leur chiffre d'affaires l'été et il faut maintenir ces activités-là. Donc effectivement, des allègements de charges sociales en Corse, c'est nécessaire pour maintenir des activités. Je vais répondre directement. Concernant l'essence, c'est dans la PPL, nous avons déposé le projet de loi, il doit venir devant le Parlement. C'est Franck Alizio, député de Bouches-du-Rhône, qui a déposé pour qu'enfin on règle le problème du monopole de l'essence en Corse. Pourquoi ça n'a pas été fait pendant le mandat? Vous avez eu des niches parlementaires, ça n'a pas été fait. Alors vous n'étiez pas à l'Assemblée nationale parce qu'elle est dans la niche parlementaire et je peux vous dire qu'elle est inscrite pour venir au prochain débat. Donc voilà là-dessus. Écoutez, non, elle est dans la niche parlementaire. Maintenant, si vous permettez, on va rappeler un cadre général. Nous sommes à 46,1 de prélèvement à la source en France. On croule sur les taxes, les impôts. Les gens n'y arrivent plus. La taxe foncière a explosé. La taxe d'habitation a explosé. Je vous rappelle que la taxe d'habitation, soi-disant, on devait la baisser. C'est sorti au mois de juin, le rapport de l'inspection des finances. Elle est passée de 3 milliards à 3,9 milliards. Elle est en augmentation. La taxe foncière est passée de 46 milliards à 51 milliards. Ça veut dire que ça explose. Et en plus, vous avez des maires qui vous disent on va taxer les résidences secondaires. Je rappelle que les résidences secondaires en Corse, 37% ce sont des Corses et 22% ce sont des Corses de la diaspora qui construisent avec l'espérance de rentrer un jour chez eux. C'est eux que l'on taxe. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le pays n'en peut plus des taxes et des taxes. Je l'ai expliqué tout à l'heure, quand vous faites 100 € de gasoil, vous vous retrouvez avec 40 € de produits et 60 € de taxes. Ça veut dire qu'il faut sortir de cette machine infernale. Quand nous, on dit qu'on va baisser la TVA, on va... Oui, elle est déjà plus basse encore. Attendez, laissez-moi terminer. Je ne vous ai pas coupé. Elle est déjà plus basse encore, sa TVA. Pardon ? Elle est déjà plus basse. Oui, mais elle est plus basse, mais vous avez une situation de monopole. Je vous rappelle que c'est Édouard Philippe qui a diligenté l'enquête pour l'inspection des finances, qui dit quoi ? Bruno Le Maire. Non, c'est Édouard Philippe qui était Premier ministre. Édouard Le Maire l'a fait. Donc, sur le rapport, nous avons déposé une PPL. On attend qu'elle soit votée. En ce qui concerne le pouvoir d'achat, nous avons dit, parce que c'est national, nous allons baisser la TVA sur l'électricité et les carburants de 20 à 5,5. Enfin, aujourd'hui, M. Attal, il nous dit félicitations, on est d'accord avec vous.
Mais nous, on va mieux. On dit comment on la finance. On finance 26 milliards à l'Europe. Sur les 26 milliards, 10 sont rendus aux agriculteurs. Aujourd'hui, c'est comme ça, demain, ça peut changer. 6, ce sont les FEDER. Donc il y a un excédent de 10 milliards qui est versé à l'Europe. Nous prenons 2 milliards là-dessus, plus les niches fiscales de ceux qui ont fait fortune sur la guerre en Ukraine, parce que c'est un cimetière à ciel ouvert. Il y a des gens qui font fortune sur la guerre. Voilà comment on finance. Nous, c'est financé. Paul-André Colombagne, sur ces sujets. Ces sujets... Il y en a beaucoup en même temps. Oui, il y en a beaucoup en même temps. Regardez la PPL, elle est bien inscrite, hein, et je vous donnerai le rapport de l'Assemblée nationale. Je peux parler. Voilà. Non, mais donc, on va redonner la parole au peuple. Déjà, Paul-André Colombagne. Donc, il ne vous a pas échappé que les lois de finances se sont votées toutes les dernières années au 49.3. Donc, bien évidemment, avec l'ensemble de mon groupe, on y avait déposé des amendements qu'on dépose malheureusement depuis un certain nombre d'années, comme la demande d'adaptation du prix de l'essence en Corse. Là où je ne suis pas d'accord avec Mme Bodzi ou M. Filon, la proposition qui est faite, elle ne peut pas atterrir à cause des monopoles, elle ne peut pas atterrir dans le porte-monnaie des Corses. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut, comme à La Réunion, comme en Guadeloupe, parce que ce sont des îles, appliquer le décret Lurel qui permet de contrôler, de fixer le prix directement. Si vous faites comme ce que propose le Front National, vous allez alimenter les actionnaires de Total et les grands groupes américains qui gèrent le marché mondial. Et ça ne va pas aller dans la poche des Corses, ça c'est sûr. Ensuite, pour le pouvoir d'achat. Ensuite, pour le pouvoir d'achat. Valérie Bodzi. C'est pas du tout. Vous n'avez pas travaillé ce sujet, Mme Bodzi. On a travaillé depuis. Et les distributeurs en Corse sont donc vous l'avez pas travaillé. Laissez parler les autres. Je ne peux pas être interrompu. Oui, le chat, vous ne pouvez pas laisser dire, mais laissez quand même. J'ai laissé parler, laissez-moi parler. Oui, allez-y. Voilà. Donc, nous, on pense, par exemple, le groupe Elliott a obtenu un chèque carburant. Si vous faites ce que dit le Rassemblement national pour baisser de 20% à 5% la TVA dans l'essence, vous supprimez 17 milliards. Et François Pinault en profite autant que celui qui habite à Serradiscopamène. Je veux dire, donc nous, on propose des mesures qui sont ciblées. C'est d'ailleurs des mesures que nous avions obtenues dans les lois de finances avec le groupe Elliott, des chèques carburant, des chèques qui devaient être transitoires pour faire face à cette crise. Je veux dire, maintenant, ce n'est pas le but de l'installer dans le temps. Aujourd'hui, il faut que les TPE, qui constituent le socle de notre économie locale, soient franchement aidés, qu'on se batte pour les prorogations de crédits d'impôt, que ces crédits d'impôt ne soient pas bloqués au ministère des Finances. Il faut qu'on puisse obtenir exactement, en plus, la prorogation des ZRR, qui sont les mesures les plus efficaces pour installer l'ensemble des professionnels et soutenir leur activité en rural. Sur le SMIC à 1 600 €, Paul-André Colombagne, vous êtes favorable ? C'est toujours pareil, bien sûr qu'on y est favorable, mais le problème, c'est la question du financement qui va derrière. Le financement. Mais moi, je vous l'expliquer tranquillement, parce qu'à un moment donné, je suis content de dire aujourd'hui, on est coincé entre. Ils sont sur le programme du nouveau Front populaire. C'est bien parce que. Sur le programme, je vous rassure. Non, mais je prends tout et je rase tout. Et je laisse tout. Aujourd'hui, le blocage des prix de première nécessité, c'est dans le programme. Le blocage de l'énergie, c'est dans le programme. Le blocage des prix sur le carburant, c'est dans le programme. Sauf qu'à la différence de vous, des incantations, on a chiffré ces incantations. La première chose aussi qu'il faut dire, c'est qu'on a une véritable urgence sociale, une véritable urgence environnementale, et on reviendra dès notre arrivée aux responsabilités le 8 juillet sur 2 réformes que nous allons abroger. La réforme sur les retraites, la réforme sur l'assurance chômage. Je pense que ça, il faut aussi que les gens l'entendent. Oui, d'accord, mais sur les prix. Sur les prix. Sur les prix et sur l'essence. Sur les prix et sur l'essence, c'est très simple. Nous allons, comme je l'ai dit, Jean Vitus, nous allons bloquer les prix sur les aliments de première nécessité et sur l'énergie. Nous allons bloquer les prix sur les carburants. Nous avons 150 mesures qui sont chiffrées sur un programme de 200 millions d'euros. Et donc derrière, nous allons le financer à travers, quelque part, une partie où on a répartir l'impôt de façon différente. Au lieu d'avoir 5 tranches, il y en aura 14. Tous les foyers qui auront moins de 4 000 € d'impôts, moins de 4 000 € de revenus par an, ne paieront plus d'impôts. Je pense qu'il faut aussi dire les choses aux gens. Aujourd'hui, 10 ans de gouvernement Macron, 7 ans exactement. Les 500. Et M. Hollande, il n'était pas à bord du bateau, M. Hollande. Non, M. Hollande, il n'était pas à bord du bateau. Il a été chassé du pouvoir. Michel Pio, sur le logement, pour la société insulaire.
il faudrait peut-être renégocier cette histoire de continuité territoriale et s'accrocher au territoire européen, pas qu'à la France. On n'est pas obligé d'aller à Marseille, à Nice ou à Toulon. Sauf que c'est les Français qui financent. On peut la développer, solidarité nationale, c'est pas un gros mot. Mais la solidarité nationale, c'est pas un gros mot. En tant qu'autonomiste, la solidarité, on se la crée. Donc on crée des richesses et on crée des partenariats avec d'autres pays. Vous savez, l'Europe, soi-disant, c'est l'Europe. Vous savez ce que donne la France à la Corse, c'est ce que la France donne à la Corse. Soi-disant, c'est l'Europe des régions. 3 600 millions d'euros. Soi-disant, on est sur l'Europe des régions, si je peux finir. On est soi-disant sur l'Europe des régions. D'accord ? La France finance entre 23 et 28 milliards d'euros à l'Europe. Combien elle en retire ? 26. Une moyenne. Combien elle en retire ? Combien elle en retire ? Combien de temps en France il faut pour monter un dossier européen ? Vous êtes remboursé sur des factures acquittées. Donc déjà, vous alimentez la banque et pour récupérer votre argent, vous le prenez encore chez vous. Donc à un moment, il faut changer ce système. Aujourd'hui, Michel Etchouka, sur le blocage des prix, est-ce que vous êtes favorable au blocage des prix ? Moi, je suis favorable à la création de richesses. Et le blocage des prix, je pense que c'est impossible. Donc ils peuvent... Soi-disant, dans le monde communiste, peut-être qu'on aurait pu le faire. Mais si on ne peut pas le faire. Par contre, on peut faire baisser les coûts. Par exemple, la collectivité perçoit de la TIPP. Pourquoi elle ne fait pas le premier pas ? Oui, pas sur les prix de façon globale, mais sur l'essence. Elle en perçoit. Donc sur l'essence, elle perçoit de la taxe intérieure, sur les produits pétroliers. Donc bien qu'elle en perçoit, pourquoi elle ne fait pas le premier pas pour dire nous, on va faire baisser le prix d'essence en supprimant cette taxe. On ne le fait pas. Il n'y a pas de représentant de la majorité territoriale ici. C'est sûr qu'avec 5600 employés, ça va être dur de faire des frais. Excusez-moi, Valérie Bois, si vous vouliez réagir. Oui, avec 1 milliard de frais. Excusez-moi, Valérie Bois, toutes ces mesures, ce sont pour moi que des morceaux de sparadrap. Parce que, en fait, il va falloir qu'on arrive sur ce débat de l'autonomie. L'autonomie, ce n'est pas du fétichisme. Mais quand on a fait le tour du droit constant, on s'aperçoit que pour régler les problèmes de succession, pour régler les problèmes Vous l'avez bien réglé avec... Pour régler les problèmes de succession, pour régler les problèmes d'essence, pour régler les problèmes de succession, si on reste enfermé dans ce droit constant, c'est des mesures qui appauvrissent les Corses. Exemple, la mesure proposée par M. Filoni. Mais un droit constant sur les successions, ils n'en payent pas. S'il vous plaît. Juste un mot, parce que dans le récapitulatif des propositions du nouveau Front populaire, M. Luchon a oublié simplement de dire qu'ils sont contre les niches fiscales et donc les arrêtés Millot. Ils sont également pour la fixation d'un plafond pour les héritages. Donc ça, ce sont des mesures qui, avec le blocage des prix, sont dangereuses et surtout contraires aux intérêts de la Corse. Je pense qu'elles sont contraires aux intérêts de certaines personnes en Corse qui ont beaucoup plus de moyens que d'autres. Et à un moment donné, je pense qu'on doit travailler à réfléchir à comment, tous ensemble, on construit notre société et quelle société on veut. Quand on voit qu'en Espagne, le gouvernement socialiste, en 5 ans, a augmenté de 47% le SMIC. 47% le SMIC. Et donc les salaires ont monté d'autant. Bien entendu, en réduisant les taxes sur les entreprises. Je l'entends. Merci. Je l'entends parce qu'il faut donner les moyens. C'est la seule solution. Il faut donner les moyens aux chefs d'entreprise de pouvoir augmenter. Sauf que derrière, ça donne quoi ? Ça donne du pouvoir d'achat aux gens. Ce pouvoir d'achat est réinvesti immédiatement dans l'économie locale et dans l'économie. Et donc, aujourd'hui, l'Espagne est à 2,5% de croissance de PIB quand la France peine à être à 1%. Donc, il y a bien à un moment donné des mesures qui sont valables, chiffrées, estimées et validé par les plus grands économistes. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se penche sur quelle société on veut demain et comment on se donne les moyens d'y arriver. Le problème, c'est la clarté de ce que vous dites. Aujourd'hui, vous êtes un opposant farouche et demain, au second tour, vous allez faire comme vous faites à chaque fois. Vous avez défilé contre les retraites, vous avez défilé contre tout, et vous allez vous coucher derrière M. Macron. C'est la gauche, c'est pas vous que je parle. Politiquement, vous ne faites que ça. Vous êtes la pointe du second tour. Je serai au second tour. Et pour faire barrage. Moi, je vous propose autre chose pour faire les barrages. Non, moi, je vous propose une chose. Nous, on veut réaliser le barrage de Cave, le barrage d'Olivès, qui va permettre à la Corse d'avoir la prospérité en matière d'eau. Parce que si demain, vous avez des hôtels, même 5 étoiles, et on vous dit que vous n'avez pas d'eau, les gens vont aller où ? Donc là-dessus, nous, on vient avec des solutions concrètes pour la Corse. Oui, quand on parle de décentralisation, c'est inscrit dans la Constitution, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On ramène au plus près le pouvoir de décider. François Filoni, chacun fait ses promesses, chacun avance ses propositions. Le problème, attendez, laissez-moi poser une question. Le problème, c'est que tout cela coûte de l'argent. Alors, justement, en matière fiscale, qu'est-ce que vous proposez ? Parce qu'il faut de l'argent pour financer tout ça. 3 000 milliards de dettes en France. Qu'est-ce que vous proposez ? Où vous prenez l'argent ? Alors, nous avons annoncé la couleur. Vous me demandez où je prends l'argent, je vous réponds. C'est dans le programme de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. La semaine dernière ou cette semaine ? Comme vous voulez, si vous voulez faire de l'humour un peu sérieux. Ça change toutes les semaines. Alors, je vais vous expliquer. La Corse, c'est 8700 km².
elle reçoit 8 milliards de mètres cubes. La Sardaigne, c'est 24 000 km². Vous voulez être un peu sérieux? Non, mais on va être un peu sérieux, parce que bientôt, on va être sans eau. François Fillon, essayez de suivre le débat. Je vous parle des impôts. Où est-ce que vous prenez l'argent? Sur l'eau en janvier, c'est qu'il y a une nécessité, il y a une urgence. Je vous dis comment on va financer. L'État va prendre sa part. Malheureusement, la candidate que nous avions fait élire au Parlement européen, elle avait comme mission de faire en sorte que les FEDER financent en grande partie les barrages. Oui, je peux vous le dire et je vous le certifie que si... On parle de toutes les mesures sociales que vous pouvez... S'il vous plaît. Vous me posez la question... Jordan Bardella. Je vais vous donner les questions que vous me posez, vous répondez à ma place. Je vous le dis, un peu sérieux. Ils ont pas être respectés. Attendez, là, on ne s'entend plus. Vous parlez tous en même temps. Vous me posez une question, vous laissez répondre. Sur le financement de toutes ces mesures sociales. J'ai la réponse. Mais non, vous laissez pas répondre. C'est des mesures de création de terminer. Monsieur Fillon, ça ne marche pas comme ça. On vous pose des questions, vous ne pouvez pas répondre à une question. Soit vous pouvez poser une question. Vous ne pouvez pas répondre à côté. Donc on vous pose une question, si vous ne voulez pas y répondre, on passe à quelqu'un d'autre. Deux exemples très simples. On est pour la création de richesse et la création d'emplois. On a un problème en Corse sur la saison. Il faut casser la saisonnalité dans le tourisme. César Philippe y a proposé il y a quelque temps un CDI saisonnier qui coûtera moins cher à l'État que le chômage. Donc évaluons ces pistes-là. Récupérons là-dessus des parts de TVA, faisons une clause de revoyure à 5 ans. Si cela fonctionne, on continue là-dessus. Mais on est une force de proposition, on n'est pas dans l'incantation d'écrire autonomie sur un bout de papier. Aujourd'hui, on veut du crédit d'impôt pour des hôtels, pas pour des villas de luxe. Parce que pendant 15 ans, le crédit d'impôt a profité aux investisseurs étrangers. Il n'a pas profité aux hôteliers. Ça a été modifié pendant la dernière mandature, quand même. Après 3 ans. Pas tout de suite. Résultat, on a un cimetière de chaises vides à l'été. Attendez, vous êtes très en avance sur votre temps de parole. Valérie Bozy, sur le financement, on augmente les impôts? Évidemment qu'il ne faut pas toucher à la pression fiscale, qui est déjà très élevée en Corse, qui est déjà très élevée sur le continent. Je crois que c'est aussi un sujet de mécontentement. Donc le projet qui est porté par le Rassemblement national, vous l'avez dit, est totalement irréalisable. On voit que petit à petit, ils reviennent sur les promesses qui ont été tenues. Je crois qu'il faut revenir à la raison et surtout éviter de toucher à la pression fiscale qui est déjà énorme dans notre pays, tant sur les sociétés que sur n'importe quel contribuable. Aujourd'hui, ça pèse lourd sur le budget des Corses. Est-ce qu'il faut surtaxer les résidences secondaires? La circonscription en compte énormément. Alors, dans ma commune, nous avons délibéré pour surtaxer les résidences secondaires parce qu'effectivement, on a besoin, en tout cas, je suis d'une commune de 3000 habitants dont la population est multipliée par 10 l'été, donc une commune très touristique, une commune avec une population de résidences secondaires assez importante. Dans le cadre du PLU et surtout en apportant de nouveaux services, on rééquilibre cette population de résidences secondaires. Il faut évidemment qu'il y ait une participation de ces résidences secondaires aux besoins de la commune. Donc je suis favorable à cette taxation, bien sûr. Paul-André Colombal. Alors, pour rebondir sur la surtaxation des résidences secondaires, sur la commune de Tsonde, ça nous l'avons fait, ça représente à peu près 800 000 euros d'apport direct au budget de la commune. La commune de Tsonde, ça participe à l'interco de l'Altaroc, donc par effet, ça va participer au budget. Normalement, ces 800 000 euros sont là. Ces 800 000 euros sont là aussi pour être fléchés vers la création de lotissements, de première accession et compagnie. Donc ça, c'est un levier très très important. Aujourd'hui, quand on veut, c'est un exercice aussi compliqué à droit constant, parce qu'effectivement, il faut arriver à taxer les résidences secondaires qui sont de vraies résidences secondaires, pas les demeures patrimoniales des Corses. Et si vous si vous révisez vos bases et que par le biais des bases des impôts, vous arrivez tranquillement à le faire. Sur Tsonde, ça se représente une organisation de 150. Il y a des Corses qui ont des maisons de 60 mètres carrés. Ça représente une hausse. C'est les bases. C'est la base d'impôts. C'est la base des impôts. Michel Thiault, vous êtes favorable à la surtaxation? Ensuite, excusez-moi, j'ai pas fini. Excusez-moi. Alors finissez, après vous répondez. Voilà, excusez-moi, j'ai pas fini. Donc voilà. Donc aujourd'hui, à droit constant, on y arrive, mais c'est des chemins toujours très très étroits et c'est pour ça qu'il faut changer les leviers. J'ai obtenu un amendement aussi pour surtaxer la vente, les plus-values. C'est pour toucher le portefeuille de ceux qui viennent en Corse pour spéculer. À la sortie oui, pour ceux qui spéculent, pas pour ceux qui ont un projet de vie. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont construit leur résidence secondaire en détournant le crédit d'impôt, en bénéficiant de 30% d'abattement. 1 million sur 1 million, vous aviez un 300 000 de retour de l'État. Moi, c'est 300 000. Si quelqu'un les revend à 5 ans, elles sont surtaxées.
surtaxés à 30%. Pour ce qui est au niveau national, il ne s'agit pas que de faire des promesses de dépenses. Il faut aller aussi chercher de l'argent. Notre groupe a fait un certain nombre de propositions. Le groupe Elliott a fait un certain nombre de propositions, notamment, par exemple, surtaxer les dividendes, surtaxer aussi les entreprises qui rachètent leurs actions pour faire monter artificiellement le cours des actions. Ça aussi, si ce n'est pas pour donner des primes à leurs employés, il faut qu'il y ait une justesse morale. Ce n'est pas toujours les multinationales qui doivent être gagnées à la fin, ils doivent participer à la solidarité nationale. Le crédit d'impôt a aussi été répercuté dans l'économie de la société corse et il a permis aux entreprises de fonctionner pendant des années. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une baisse. Grâce au travail qu'on a fait. On a toujours milité pour la surtaxe des résidences secondaires. Ça se passe dans un certain nombre de communes, sauf que maintenant, il faut différencier la propriété d'un Corse qui a une maison de village. Et comment vous faites? Puisque la loi l'interdit. Souvent sur la surface. C'est la surface qui fait ça. J'ai jamais vu de village de 600 mètres carrés à l'Hospédale, par exemple. Non. On a plutôt vu sur le littoral. Il faut que la loi permette de zoner. Je pense qu'aujourd'hui, à droit constant, à droit constant, je pense qu'on l'a dit, à droit constant aujourd'hui, quand on fait une surtaxation des résidences secondaires, et ce que le conseil municipal que j'ai la chance d'animer de Pietrosel l'a fait, donc aujourd'hui on a surtaxé les résidences secondaires à hauteur de 60%, aujourd'hui, à droit constant, on ne peut pas faire de différence entre la personne qui est originaire de Corse ou la personne qui n'est pas originaire de Corse. La seule différence se fait sur la valeur locative, et c'est la valeur locative qui va donner en fonction du taux. Pour répondre un peu à François Filon, on a quand même fait attention aux gens qui vivent et qui sont originaires de notre commune. Bien entendu, on souhaite exclure personne, et encore moins les gens qui sont originaires de cette commune. Je rappellerai que le dernier berger à transhumé entre la montagne et le littoral, c'est le grand-père de mes enfants. Donc, quelque part, on a quand même la vocation à réfléchir, à travailler ensemble et à réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire pour ce territoire. Eh bien, pour quelqu'un qui habite au village de Pietrosel, qui a une résidence secondaire, il va payer moins de 150 € par an, de surtaxation de sa résidence secondaire. Donc, je suis d'accord qu'il faut avoir cette réflexion. C'est les outils qu'on a à nos dispositions aujourd'hui. Sur le logement, de la même façon, on a des outils. J'étais le premier élu non indépendantiste à dire qu'il fallait aller vers le statut de résident. Donc, je le maintiens aujourd'hui. Pour autant, on a encore... Réformer Maastricht. On a réformé la Constitution européenne. Non, il n'y a pas l'accord de Maastricht. Regardez bien, il y a des territoires en Europe qui existent. Il n'y a pas la possibilité, c'est Maastricht. Il y a des territoires en Europe qui existent. La circulation des personnes. On ne va pas rentrer dans le débat, mais je le propose et je continue à faire. Ne parlez pas tous en même temps. Allez, finissez. On avance largement, monsieur. Pour autant, à droit constant, on a des moyens d'agir sur le logement. Et des moyens d'agir sur le logement. L'Assemblée de Corse, on avait créé de 2010 à 2015, je rappellerai quand même que c'était quand même la seule vraie mandature politique qu'il y a eu, parce que dans cette mandature, on a réussi à laisser personne sur le bord du chemin, et le FLNC a déposé les armes, qu'il a repris sous une mandature autonomiste. Donc, quelque part, il faut quand même se poser la question et savoir pourquoi on en arrive là. Mais sur cette mandature de 2010 à 2015, on a eu un vrai projet politique. On a avancé, on a travaillé et on avait créé l'Office foncier. Le rôle de l'Office foncier, c'est au crédit du logement. Si l'Office foncier n'est pas l'outil de bras armé de la collectivité, vous êtes très en avance sur votre temps de parole. On en vient au processus d'autonomie. De profundis, Paul-André Colombani, terminé. Il faudra encore attendre quelques semaines pour le savoir. Et effectivement, la seule voie suspense quand même. La seule voie où tout est obstrué, c'est celle du Front National, parce que effectivement, excusez-moi, mais bon, c'est presque pareil. C'est la seule voie qui est obstruée. S'ils n'ont pas changé d'avis sur une seule question, ils ont changé d'avis sur tous les autres sujets, sur le nucléaire, sur le budget, sur l'essence, sur les retraites, bien évidemment. Mais s'il y a un seul endroit où ils sont constants, malheureusement, c'est la Corse. Sur la Corse, on ne veut pas reconnaître qu'il existe un peuple corse, qu'il existe une langue en Corse, qu'il existe des spécificités liées à l'insularité. C'est vous qui avez mené une négociation, vous excluez la reconnaissance. C'est pas moi, je n'ai pas vu une négociation. Aujourd'hui, donc... Vous n'étiez pas trop favorable à la négociation, vous êtes toujours défavorable à l'autonomie. Je m'expliquerai aujourd'hui, clairement... Je vais faire un peu dans la clarté, que je puisse expliquer qu'est-ce qu'on propose. Aujourd'hui, clairement, je veux interroger sur un point précis M. Filoni. Qu'est-ce qu'on fait des figettes ? Les figettes, ce sont les amendes qui pèsent sur encore tant d'années après sur les épaules des prisonniers politiques. Qu'est-ce qu'on a fait si, par malheur, Jordan Bardella arrive au pouvoir avec les grands discours du Rassemblement national? Malheureusement, ça va faire beaucoup de tensions dans la société corse. C'est pas nous qui les avons créés, les figettes. Allez-y, François Filoni. Vous pouvez... Donc, moi, juste un mot par rapport, parce qu'il faut quand même... Parce que ça faisait partie du processus de Beauvau et des éléments qui allaient être réglés dans le processus de Beauvau. Nous avons aussi une PPL en cours dans lequel on propose, parce que c'est bien de dire on va taxer les résidences secondaires, et puis on va faire croire qu'avec cet argent, on va faire des régiements... On va faire
des logements sociaux. Je rappelle que la commune d'Ajaccio va être condamnée cette année. On est sur l'autonomie. Oui, non, mais on essayez de suivre le débat, vous voyez. L'autonomie, ça veut dire quoi? C'est plus simple pour les téléspectateurs oui, les aussi. téléspectateurs vont comprendre que l'autonomie Donc répondez sur le sujet, tout ce que vous avez demandé. L'autonomie ne va pas remplir le frigidaire. Donc il existe mais là, on a changé de thème. S'il vous plaît, là, on a changé de thème. Oui, je suis sur l'autonomie. Je vous explique qu'il existe dans la Constitution aujourd'hui 2 autonomies. C'est la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie. C'est une catastrophe. En Polynésie, c'est 56 personnes déjà en dessous de pauvreté. Et en Nouvelle-Calédonie, c'est à tirer à toi. Bientôt, on va aller à la guerre civile là-bas. Donc, on voit ce que ça a donné. Maintenant, par rapport à l'autonomie, on nous dit la Sardaigne, la Sicile, les Açores. Le niveau de vie le plus haut des îles, c'est celui de la Corse. Alors nous, on dit, oui, avec la décentralisation, ramenons un peu plus de pouvoir au plus près. On peut, un exemple, dans le cadre de la décentralisation, décider qu'il n'y a plus qu'un seul intervenant en matière de déchets. Là, aujourd'hui, il y a 4 intervenants, on voit la situation. Les déchets les plus chers, une catastrophe écologique, puisqu'on a enfoui 75% de matière qui pourrait être recyclée. Donc, l'autonomie, elle y est dans les transports. Elle y est au niveau des déchets. Elle y est au niveau de l'eau. Résultat, avec une subvention de continuité territoriale de 200 millions d'euros, on a les transports les plus chers de l'OCDE. Il faut bien qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'autonomie? Moi, ma suppléante, je vais vous dire une chose. Elle a voté en 2015, Gilles Siméon. Elle a cru au rêve. Aujourd'hui, elle est dans le cauchemar. Voilà pourquoi bon nombre de nationalistes quittent le nationalisme pour venir nous rejoindre à l'autonomie. Il faut être pragmatique. Ça fait 40 ans qu'on la demande. On n'arrive pas à sortir un projet. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce projet d'autonomie? Avant tout, pour demander l'autonomie... Ça fait pas 40 ans que tout le monde la demande, Michel Tioka, pour le coup. Suivant les statuts, ça fait beaucoup de nationalistes qui la demandent. Ils sont au pouvoir et quand ils le font. Les nationalistes sont demandés pendant 40 ans. On leur demande, c'est quoi votre projet? Il n'y en a pas. Donc, à un moment donné, il faut raisonner de façon pragmatique. Créer des richesses, créer des emplois, avoir une certaine frange d'autonomie sur des domaines de compétences, avoir la compétence fiscale sur domaine et une clause de revoyure à 5 ans. Comme je vous disais, le crédit d'impôt, le CDI saisonnier, plusieurs pistes sont à l'étude. Mais qu'est-ce qu'il est sorti? C'est un pouvoir législatif pour la Corse, point. Et on ne parle pas du reste. Vous n'arrivez pas à vous en sortir avec tiens maintenant, vous voulez déjà le pouvoir législatif. Je pense que d'abord, il faut tirer le Z de combien coûte la Corse et combien on peut dépenser en Corse. Est-ce qu'on l'a fait? Si on veut une compétence, il faut la chiffrer. On ne demande pas plus de sous. Qui avait-il dans ce projet d'autonomie, s'il vous plaît? On demande plus de sous, on demande d'avoir la compétence et de la gérer entièrement. Mais pourquoi faire? De la gérer entièrement. Alors que la crise, c'est même pas le CHU. On a des déserts médicaux partout. On sait très bien que si on ne fait pas une défiscalisation de charges et d'impôts pour les médecins, on en mais le CHU, c'est même pas... Monsieur Filon, s'il vous plaît. La crise, elle est là. Monsieur Filon, votre groupe a quand même voté contre la régularisation et la régulation et l'implantation des médecins en milieu rural. Donc, à mon donné, on a voté contre. On propose non, vous l'avez voté contre. Qui ne paye pas de charges et d'impôts pendant 5 ans. Vous avez voté contre. Il faut assumer les votes. Vous êtes déjà dans le second tour, vous appelez déjà l'abstention sur le CHU. Si vous parlez médecins en même temps, personne n'entend rien. Vous ne pouvez pas dire qu'on est pour l'implantation des médecins et voter contre. S'il vous plaît. Et voter contre au niveau national. Notre programme pour la santé, 20 milliards sur 5 ans. Monsieur Filon, essayez de respecter la parole des autres. Ça se voit. Vous parlez beaucoup et vous empêchez les autres de s'exprimer. Valérie Beauze, sur ce sujet. Il y avait juste Monsieur Je laisse finir. Si vous parlez dans tous les sens. Bien sûr qu'il faut un CHU, mais c'est à 10 ans. Aujourd'hui, à Sainte-Lucie, il y a 3 ans, il y avait un centre de consultation volontaire qui a été fermé. On ne sait pas pourquoi, sans rendez-vous. Pourquoi ça a été fermé? Aucune idée. J'aimerais savoir pourquoi il a été fermé, ce centre. Non, mais je voulais savoir pourquoi il a été fermé. Parce qu'on parle de CHU, mais entre-temps, il y a des outils qui sont radiés de la carte. Pourquoi? Pour ouvrir un CHU. Pour ouvrir un centre de santé. Il faut ouvrir le centre de santé. Mais il n'est pas ouvert, le centre de santé, là. D'aujourd'hui au centre de santé. Non, mais d'aujourd'hui au centre de santé. Il y a quand même un laps de temps. Pourquoi le centre est fermé alors que ça a traité 2200 patients 2200 patients dans l'année 2022. Ça a désengagé les urgences de la clinique de Porto Vecchio. S'il vous plaît, essayez de suivre les débats. On suit les débats parce qu'on parle d'un bilan, mais il n'y a que le CHU. Je pense que vous passez d'un thème à l'autre. Essayons de suivre quand même le sens du débat. Sinon, personne n'y comprend rien. C'est un sujet que je connais bien. Oui, bien sûr. Déstabiliser l'offre de soins à Sainte-Lucie. Ce centre de santé, il a été fait sans aucune autorisation.
je tiens à votre disposition tous les courriers de l'ARS que vous voulez. Donc, c'était un centre de santé sauvage. Mais est-ce que ça D'ailleurs, fonctionnait? les patients qui Parce y qu'il y sont avait quand même des présentés... médecins ou c'était des charlatans? Est-ce que c'était des médecins ou des charlatans? Voilà, les médecins sans autorisation, voilà. On n'installe pas un marchand de pizza comme on installe un médecin. S'il vous plaît, je tiens à Valérie Boz, qui est plus discipliné que vous et qui n'a pas pu s'exprimer sur l'autonomie. S'il vous plaît, évitez de faire, monsieur Colomban, évitez de faire les apartés. Valérie Boz, quand ces messieurs auront terminé. S'il vous plaît. Aujourd'hui, grâce à des dispositifs qu'on est en train de mettre en place, aujourd'hui, grâce à des dispositifs qu'on est en train de mettre en place, 10 ans, vous avez fait des déserts. Aujourd'hui, grâce à des dispositifs qu'on est en train de mettre en place dans le Tarok, il y a les médecins de Saint-Lucie. Monsieur Colomban, messieurs, s'il vous plaît, sinon on va arrêter le débat. Messieurs, basta. Valérie Boz, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous exprimer? Merci d'avoir attendu pour prendre la parole. Sur l'autonomie, vous avez été une des rares élus à droite à voter en faveur d'un pouvoir législatif. Est-ce que vous y croyez toujours? Alors d'abord, effectivement, j'étais la seule dans ce débat à participer au processus d'autonomie. Donc je suis quand même la mieux placée pour en parler. Il faut rappeler dans quel contexte ce processus s'est engagé. D'abord, l'assassinat d'Yvan Colonne, les violences qui ont entraîné les violences locales, les émeutes qui ont entraîné cet assassinat. Et on peut les comprendre. Donc le ministre de l'Intérieur est venu pour tenter un apaisement. C'est dans ce cadre-là que je me suis engagée en toute sincérité dans ces discussions pour essayer de trouver le meilleur compromis et je pense que nous y sommes parvenus. On partait d'une délibération autonomie portée par l'ensemble des groupes nationalistes qui allait très loin, qui ne pouvait pas être entendu à Paris et qui était un fiasco pour l'avenir de la Corse. On a réussi à discuter avec un ministre qui était très à l'écoute, avec l'ensemble des groupes de l'Assemblée de Corse. Et l'objectif, c'était quoi? C'était de dire que la Corse doit être inscrite dans la Constitution. C'était de dire qu'il y a des spécificités à notre territoire et qu'il faut que l'État en tienne compte pour permettre, et notamment, de déverrouiller certaines situations, notamment sur les arrêtés MIO, notamment sur le transfert de compétences de l'eau aux communautés de communes. Les communautés de communes de Corse ne sont pas prêtes. L'autonomie qui a été votée, en tout cas le texte constitutionnel, c'était un contenant. Dire, voilà l'autonomie. Maintenant, il faut parler, et en tout cas, si le processus se poursuit, il faudra parler du contenu, c'est-à-dire les lois organiques. Qu'est-ce qu'on met dans cette autonomie? Et là, chacun reprendra bien sûr sa liberté et sa volonté et ce qu'il pense le mieux pour l'intérêt de la Corse. Moi, je pense qu'il faut, dans certains domaines, pour déverrouiller, pour permettre aux collectivités locales, aux entreprises de se développer, cette autonomie, elle doit être au service des Corses. Et de la Corse. Il ne faut pas faire une autonomie simplement pour faire une nouvelle réforme institutionnelle. Il faut qu'il y ait un véritable impact pour les Corses. Et en tout cas, c'est ce que je défendrai. Moi, je pense que le processus n'est pas mort. Il y a une délibération de l'Assemblée de Corse. Le respect de la démocratie locale et de nos institutions, c'est de respecter cette délibération. Et encore une fois, ce texte, il doit être débattu, il devait en tout cas être débattu à l'Assemblée nationale, au Sénat, et enfin être soumis aux Corses. Et seuls les Corses doivent dire s'ils sont pour ou contre le processus d'autonomie. Jean-Baptiste Luchon, et si la gauche devient majoritaire à l'Assemblée nationale, vous poursuivez le processus? Parce qu'on a vu aujourd'hui, par exemple, un communiqué de Michel Steff en disant, parce qu'il y a eu un positionnement du candidat de gauche à Bastia en faveur de l'autonomie, de dire que pas du tout, c'était jamais discuté au sein du Front populaire. Alors, je pense qu'il est évident, quelque part, que les partis politiques et les mouvements politiques que compose la gauche sont pluriels, l'ADN de la gauche est pluriel. Pour autant, je l'ai dit tout à l'heure un peu en introduction, les 3 statuts donnés à la Corse et la disparition des départements, ça a été fait sous des gouvernements socialistes et des gouvernements de gauche. Donc aujourd'hui, on ne peut pas taxer le représentant du Parti socialiste et du nouveau Front populaire à cette élection d'avoir un a priori négatif sur la volonté de travailler en commun sur la création et la réflexion que pourrait faire un statut d'autonomie, si bien évidemment il avance et il permet de faire avancer de façon pragmatique les besoins de ce pays. Pour être clair, et j'ai dit pays à dessein, je n'ai pas de souci, je l'assume totalement. Par contre, il faut quand même rappeler que, malgré tout, l'attente des Corses aujourd'hui, et la première priorité, ce n'est pas l'autonomie, c'est le pouvoir d'achat. Donc, en ce sens, on se rapproche du pouvoir national. Mais revenons à la question et revenons à ce que vous dites. Aujourd'hui, le nouveau Front populaire acte dès aujourd'hui, dans ses propositions, le fait que sur la Nouvelle-Calédonie, donc parallélisme des formes, on peut envisager que, bien entendu, nous prendrons en compte immédiatement ce qui se passe encore sur la Nouvelle-Calédonie. On n'ira pas au dégel, du corps électoral. Évidemment, bien entendu,
l'autre adversaire, le Rassemblement national, poursuit et maintient le dégel au niveau de cette partie. Donc, et en plus, à titre personnel... Vous, les étrangers peuvent voter en France et les Français ne peuvent pas voter en France. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça extraordinaire. Vous avez honte d'être français. Ah non, je n'ai pas honte d'être français, moi je l'assume totalement. Est-ce que si on vous interdisait à vous de voter, qu'est-ce que vous diriez? On n'interdit personne de voter. C'est un scandale. C'est un scandale. Mais je termine en disant que, à titre personnel, ayant porté pendant 5 ans à l'Assemblée de Corse, ayant été un des premiers, ayant été au-delà même de ce que pouvait porter la majorité, ayant même été pour l'autre... Oui, vous l'avez dit. Oui, mais je voudrais terminer en disant que quelque part, aujourd'hui, le statut d'autonomie, il a un sens. Il a un sens si, et on le fait... pour les gens qui vivent sur ce territoire et pour ce territoire. Voilà. Donc vous poursuivrez la démarche. La loi organique, par contre, et ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'on travaille ensemble sur la loi organique. Malheureusement, la majorité actuelle de l'Assemblée n'a pas consulté la société civile. Et donc, Michel Chauc, vous êtes très en avance sur votre temps de parole. Oui, vous terminez, mais vous ne terminez pas. Michel Chauc, sur ce point, le processus, il s'arrête. Vous êtes d'accord pour qu'il s'arrête? Il ne faut pas le recommencer. Ah oui, on va le recommencer. Mais avec des vraies propositions. Lesquelles? Nous, on veut légiférer sur quoi? Sur le foncier, on veut légiférer. Sur l'emploi, on veut légiférer. Sur la création d'entreprises et le transport, on veut légiférer. Mais à chaque fois, on va proposer quelque chose et proposer un financement de l'autre côté. C'est-à-dire qu'une baisse de TVA, on récupère une partie de TVA pour tel projet. Et comme je vous dis, clause de revoyure à 5 ans, si ça a fonctionné, la dévolution, elle y est. Mais pourquoi vous voulez l'arrêter? C'est possible en l'état, puisque la loi organique... On ne sait pas ce qu'il y a en l'état. La loi organique n'a pas encore été discutée. En l'état, qu'est-ce qu'il y a? En l'état, qu'est-ce qu'il y a? Il faut faire le contenu. Voilà. C'est les lois organiques. C'est quoi le contenu? C'est la loi organique. Mais c'était quoi les propositions de la majorité actuelle? On ne les a pas. Les propositions de la majorité et de l'ensemble des participants. Vous ne faites pas partie de la majorité. Oui, voilà, et de l'ensemble des participants au processus d'autonomie était clair. Non. D'accord. Aujourd'hui, donc, il y a un chiffrage à faire. Ce chiffrage dépend objectivement de chiffres qui sont à Bercy. Combien coûte la Corse et combien gagne la Corse? Première question, c'est celle-là. C'est pas si simple que ça. Gérald Darmanin, c'est simple que ça. Oui, c'est simple que ça. Vous avez Bercy qui récupère les impôts et qui dit combien on récupère encore. Aujourd'hui, vous avez Bercy quand même qui récupère les chiffres. Oui, mais qui les communique pas. Très bien. Donc on ne sait pas, c'est 800 millions. Si vous avez pas les chiffres, combien ça coûte et on ne sait pas combien on rapporte. Aujourd'hui, il faut aller vers les problématiques les plus urgentes qui doivent être réglées par l'autonomie, c'est le logement, le foncier, la spéculation, la vie chère. Mais les leviers de l'autonomie vont permettre de loger mes instituteurs à Sainte-Lucie. Parce qu'avec 1 700 € par mois, on ne se loge plus à Sainte-Lucie. Et à droit constant, encore une fois, on en a fait le tour. Dans ce qui était proposé avec ce processus d'autonomie, j'avais cité en exemple Bolzano il y a quelques années lors de ce même débat, et c'est ce qui a été repris entre autres dans l'idée du statut de résidence, déroger aux droits européens quand la libre circulation des biens et des personnes engendre des inégalités sur le terrain. François Filoni. Voilà. Ensuite, il y a eu un débat entre tabou et totem. C'est l'expression du président de la République. Je veux dire, moi, j'estime que je suis pragmatique. Quand on me propose, de renforcer l'enseignement, le renseignement de la langue corse ou le renforcement du corse dans l'espace public, même si ce n'est pas le statut de résident, le statut de co-officialité, parce qu'il n'y a pas de majorité pour la voter, je la prends. Point final. François Filoni, bon, vous, le processus, il se termine si vous accédez au pouvoir. Mais le Rassemblement national... Ce qu'a dit le maire de laissez-moi finir de poser la question. Statut de décentralisation. Nous allons aller plus loin. Voilà, très bien. Vous avez dit, un de vos dirigeants, Jean-Philippe Tanguy, a déclaré qu'il étudiait la possibilité de supprimer les régions. Il a fait à RMC le 11 avril dernier. Je suis membre du Bureau national. Il a déclaré publiquement. Non, lui, attendez, il peut dire ce qu'il pense. Et ce n'est pas une décision qui est prise au niveau du Bureau national. Maintenant, nous, ce que l'on dit... Est-ce que ce débat a lieu au Front national? Oui. Au Rassemblement national. Non, mais là, actuellement, nous n'avons pas de débat, nous sommes en pleine élection. Maintenant, chacun... On est démocratique quand même au sein du Rassemblement national. On a des positions qui peuvent être parfois divergentes. Un peu, alors c'est pour ça. Non, on ne change pas. Par contre, quand on dit qu'on va aider les Corses qui ne sont pas logés, nous, on a fait une proposition. Je vous pose une question sur les régions. Est-ce que vous supprimez les régions ou pas? Les régions, mais les régions en elles-mêmes, comme elles fonctionnent aujourd'hui, elles ne fonctionnent pas. Donc on supprime? Non, on ne supprime pas. On est là pour réparer ce qui ne fonctionne pas et consolider ce qui marche. Donc là-dessus, on vient à nous avec des propositions concrètes. On dit qu'on ne peut pas se loger en Corse. C'est une réalité. Nous, on fait la proposition d'une PPL qui est en train d'être construite, c'est de dire, comme en Sardaigne,
1 million d'euros, pas de droit de succession. En dessous, en France, on est à 100 000. À partir de 100 000, on passe à 20% et on part à 45% au-dessus de 500 000. Ce qui veut dire, comment on enracine la population chez nous quand on ne peut pas transmettre le fruit d'une vie de travail à ses enfants? Ça, c'est une question essentielle. Avant de dire pourquoi on va faire telle ou telle chose, on s'attaque au problème. Ça veut dire qu'en Italie, il n'y a que 4% d'HLM. Pourquoi? Parce que les gens sont enracinés dans leur famille. Parce que le bien, il est transmis. Quand vous avez une entreprise en Italie, jusqu'à 1 million d'euros, vous transmettez à vos enfants. Là, en France, taxe, taxe, taxe. Et quand on arrive en Corse, on retaxe encore. Nous, on veut une société qui respire économiquement. Ça veut dire que quand on est à 46% de prélèvement à la source, ça veut dire qu'on est la société qui taxe le plus dans l'OCDE. Aucun pays ne taxe autant les Français. Et je vous l'ai dit, pour aller travailler, quand vous avez 60% de taxes, c'est injuste quand vous payez votre essence. Ils n'y arrivent plus, les Français. Donc aujourd'hui, ils se posent un problème pour se nourrir, pour se chauffer. Donc voilà pourquoi nous, on fait des propositions concrètes qui sont financées sur le pouvoir d'achat. Après qu'on nous fasse tous les procès, c'est nous qui sommes aux affaires depuis 4 décennies. C'est nous qui avons conduit ce Titanic qui va surendetter, une immigration non maîtrisée, une violence qui s'installe partout. Et en Corse, la drogue. Tous les jours, vous avez dans les journaux des affaires de drogue. Quand c'est qu'on dit stop? Quand c'est qu'on se met à la place des victimes et pas toujours à la place des coupables? Quand on dit on va prendre des prisonniers, on va les emmener visiter Versailles pendant que nos aïeux, dans les EHPAD, ils sont en train de mourir. Là, vous avez parlé de beaucoup de sujets. Oui, non, mais c'est ça que vont voter les gens. Hein. C'est ça. Sur l'autonomie, Valérie Bozzi, donc vous êtes favorable au pouvoir législatif, comme Paul-André Colombagne. Pour autant, vous dites que vous n'êtes pas forcément d'accord sur tout. Qu'est-ce que c'est qui vous différencie? Écoutez, d'abord, comme je vous le dis, ce qui a été introduit dans le texte constitutionnel, c'est un pouvoir normatif. Ensuite, donc c'est un texte très concis, puisque la Constitution, c'est très concis. Et ensuite, les lois organiques doivent définir quels sont les pouvoirs normatifs transférés. Donc moi, il me semble que l'essentiel, c'est de pouvoir arriver à pérenniser les arrêtés MIO. Donc ça... une nécessité de transférer cette compétence à la collectivité de Corse pour que les biens situés en Corse ne soient pas grévés de droits de succession, parce que ça en va du maintien de notre patrimoine. C'est essentiel, il me semble, pour la Corse, c'est essentiel pour le logement, c'est essentiel pour les Corses. Donc c'est une compétence qui me semble être intéressante. Sur le développement économique aussi, on pourrait permettre aux entreprises justement d'être défiscalisées pour celles qui restent dans l'intérieur. Je vous l'ai dit, il faut permettre aux collectivités d'être plus actives et en tout cas de choisir leurs compétences. Il faut que cette réforme institutionnelle en Corse profite aux collectivités locales, que les communes, que les communautés de communes puissent choisir leur périmètre, puissent choisir leurs compétences. Là, tout nous a été transféré par la loi NOTRe et en Corse, nous avons du retard. Nous ne pouvons pas assumer ces compétences qui sont très lourdes et qui pèsent sur le budget. Donc voilà des questions concrètes qui, à mon sens, peuvent être facilitées par l'autonomie, parce qu'au quotidien, je vois que les lois qui sont parfois élaborées pour des grandes régions ne sont pas adaptées à notre territoire. Donc c'est ce que je proposais. Et effectivement, la différence peut-être avec un élu nationaliste, c'est que eux, c'est la délibération autonomie, c'est-à-dire toutes les compétences transférées à terme à la collectivité de Corse. Là, par contre, je pense que la Corse n'est pas prête et qu'il y aurait un risque de voir la dégradation. Je suis heureux de voir votre discours évoluer depuis 2 ans, Madame Bozzi. Franchement, il n'a jamais évolué, mais visiblement, vous étiez absent de l'Assemblée nationale et des débats sur l'autonomie également. Les débats à l'Assemblée de Corse aussi. Le contenu de l'autonomie que par le contenant, que ce soit la Constitution ou tout autre texte. Du moment qu'on a cette évolution, on veut savoir ce qu'il y a dedans. Si on ne sait pas ce qu'il y a dedans, par référendum, comment vous allez expliquer aux Corses? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On ne sait pas. Le référendum, c'est pas... Et qu'est-ce que vous y mettez? C'est le président de la République qui l'a demandé. La dévolution sur le foncier, sur l'urbanisme, législatif, clause de revoyure. Si cela fonctionne avec les transferts de compétences et de financement, que les Corses vont récupérer la TVA ou autre chose, ou du foncier ou la taxe sur le foncier qu'on peut récupérer aussi en direct à la collectivité pour qu'elle puisse créer ces conditions d'une autonomie. Si on ne le fait pas, ça ne marchera jamais.
Allez, nous en arrivons à la dernière partie de notre débat pour connaître votre positionnement dans la future Assemblée, en admettant bien évidemment que vous soyez élu. Alors, toutes les hypothèses au plan national sont envisageables, y compris les alliances les plus improbables. Mais d'abord, avant cela, évoquons le second tour. Au second tour, si d'aventure, candidat RN est présent, vous appelleriez à voter pour François Fillon? Pas pour l'instant, non. Nous attendons d'avoir des éclaircissements sur ce qu'est l'autonomie, pas rester sur du jacobinisme. Comme je vous l'ai dit, girondin et identitaire, c'est notre ligne de conduite. Si on a des accords avec n'importe quel parti de gouvernement sur ces points-là, on les appuiera. Sinon, pas du tout. Même si c'est la volonté de Marion Maréchal, par exemple? C'est la volonté de Marion Maréchal, pas la nôtre à Moussa Palatine. On n'est pas lié à Marion Maréchal ad vitam aeternam, même si nous avons des discussions avec tous les groupes de droite. Non, mais enfin, Nicolas Batigny était le bien leader sûr. de Moussa Paladine, était présent au meeting de Marion Maréchal. Bien sûr, pour discuter. Pas pour donner un blanc-seing. Vous leur lancez un appel, François Fillon, pour le second tour, à vous rejoindre? Moi, j'appelle tous les souverainistes à nous soutenir. Je vais être clair. Nous avons le soutien de M. Ciotti, nous avons le soutien de Marion Maréchal, qui nous soutient. Ah oui, il est parti. Non, elle n'est pas chez nous, mais elle nous soutient. Bientôt, mais elle a pris l'engagement de soutenir les candidats du Rassemblement national, comme M. Ciotti s'engage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans une recomposition. Vous savez, De Gaulle disait qu'on ne fait pas de politique en dehors des réalités. Nous sommes dans une réalité aujourd'hui. Il y a deux choix. Ou c'est Jean-Luc Mélenchon avec les Hezbollah demain qui vont défiler dans nos villes, ou c'est nous. Mais on vous avait interrogé il y a quelques mois, François Fillon, vous disiez que Moussa Paladine répondait à une logique de milice. Je répondais à un fait factuel d'actualité. Non, on vous pose la question de qu'est-ce qui vous différencie entre Moussa Paladine et le RN. Je vous explique qu'est-ce que j'ai dit, et je le répète. Si nous arrivons aux affaires, nous ne créerons pas de milice, nous donnerons les moyens à la police, nous donnerons les moyens à la justice, pour qu'ils fassent enfin ce travail de sécurisation des populations. Nous avons l'ambition de gouverner la France, pas de régler les problèmes à la place de la police et de la justice. Voilà ce que j'ai dit. Après, vous pouvez tirer interprétation de tout ce que vous voulez. Ça veut dire que nous ne transformerons pas, nous les citoyens, en milice ou en milice d'autodéfense avec ce qui se passe. Bien que je puisse comprendre que dans certaines banlieues où la République n'est plus là, à un moment donné, les gens ont peur et s'organisent. Mais là, nous venons pour rétablir la sécurité. On parle de quelque chose qui est concret. On peut dire que Darmanin a échoué complètement dans ce domaine-là, comme sur la submersion migratoire qui arrive sur l'Europe. Nous disons qu'il faut travailler sur le co-développement. Ces gens-là, on peut les fixer dans leur pays, ça veut dire qu'il faut mettre les moyens, et la contrepartie de ces moyens, ils récupèrent leur OQTF. Valérie Beaud, si vous n'êtes pas au second tour, vous choisiriez entre qui ? Le député Colombane et François Fillon? La question ne se pose pas, puisque bien évidemment, je serai au second tour. Ça, c'est ce que disent tous les candidats. Et j'en appellerai à tous les électeurs. Est-ce que l'idée de barrage au Rassemblement national, Moi, j'en appelle à tous les électeurs, qu'ils aient voté Front National, Front Populaire, nationaliste. Aujourd'hui, ils doivent se positionner face au destin du pays. L'heure est grave et je pense qu'ils sauront réagir comme il se doit. Et moi, je pense que ce qui a manqué dans la Macronie, beaucoup, c'est des élus hors sol. Et je crois que mon expérience d'élu local et d'élu du territoire sera un atout dans cette nouvelle majorité. Et en tout cas, je souhaite peser fortement et je siégerai dans le groupe qui défendra avant tout les intérêts de la Corse. C'est ce que je fais au quotidien en tant que maire, présidente de commune et présidente de l'Assemblée nationale. Mais une alliance générale, une alliance demain, il est possible qu'il n'y ait pas de majorité absolue pour aucun des groupes, donc ça impliquerait des alliances. Il faudra recréer des nouveaux groupes. Est-ce que vous savez ce qui va sortir de cette journée? Vous ne le savez pas, je ne le sais pas. Il peut y avoir des alliances. Mais est-ce que vous savez déjà ce que vous ne feriez pas, par exemple avec le Rassemblement national? Évidemment, je ne rejoindrai pas les extrêmes. Je viens de dire que les projets étaient irresponsables. Donc je resterai dans ma colonne vertébrale, comme je vous l'ai dit, d'élus de droite sociale, de droite populaire. Et je me retrouverai et je participerai à un groupe qui défendra les intérêts de la Corse et qui proposera un avenir pour notre pays. Mais vous pourriez vous retrouver aux côtés d'autres nationalistes, d'autres circonscriptions par exemple? L'intérêt de la Corse, l'intérêt du pays. Moi, je n'écarte personne par principe. Tout sera à reconstruire et nous verrons ce qui sortira. Moi, je ne critique pas les élus nationalistes parce qu'ils sont nationalistes. Jean-Félix Acquavive, Michel Castellagne, ils ont fait du travail dans leur mandature. Et pourquoi pas, ils ont fait profiter cela à la Corse. Donc, nous travaillerons certainement en Corse. Cela n'a pas voté le projet de monsieur Jean-Baptiste Luccioni, même question. Tout sauf le RN ou c'est plus compliqué que ça?
Essayez de synthétiser votre réponse. Je vais essayer de synthétiser ma réponse. Je pense qu'aujourd'hui, c'est très simple. On est à l'aune d'un choix de société. Et je pense qu'il faut avoir aujourd'hui le courage de dire aux gens qu'est-ce qu'on fera et où est-ce qu'on siégera dans la nouvelle Assemblée nationale. Moi, je n'ai pas de souci. Le nouveau Front populaire est le seul mouvement qui propose un choix alternatif à ce pays. Et de façon très claire, je serai dans le groupe PS qui intégrera le nouveau Front populaire et qui sera aux responsabilités. Une alliance avec les députés de Renaissance. Aujourd'hui, pour être très très synthétique, s'ils viennent sur notre base programmatique et s'ils adhèrent, et si, pour répondre à François Fillon et aussi en même temps à Valérie Beaud, si ces personnes viennent, et pour répondre à François Fillon, il est évident que ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon qui sera Premier ministre parce que ça a déjà été acté. Et de la même façon, il faut tous qu'on ait ensemble cette vision du travail qu'on peut construire en commun. Par contre, je vais être très clair dès ce soir. Le deuxième tour se décidera le soir du premier avec toutes les personnes qui m'ont soutenu dans cette campagne, toutes les personnes qui sont engagées autour de moi et qui vont travailler. C'est à ce moment-là qu'on décidera de ce qu'on fait au deuxième tour. Bien entendu, j'aspire à porter au niveau national le nouveau Front populaire pour qu'on puisse changer la France et faire en sorte que ce qui est à l'aune et à l'arrivée peut-être de responsabilité ne le soit pas. Vous, Paul-André Colombagne, vous iriez avec qui? La gauche la Macronie, en tout cas, où est-ce qu'il en reste? Aujourd'hui, il y a 2 ans, vous me posiez la question, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez pouvoir parler? Écoutez, moi j'appartiens à un groupe, clairement, qui s'appelle le groupe Lyot, qui va être probablement reconstitué. Ce groupe Lyot, c'est lui qui a mis le débat de l'autonomie de la Corse au cœur du débat. On dit aujourd'hui, je veux dire, il ne faut pas se tromper. Il y a des partis aujourd'hui qui n'ont aucune proposition. Qui sont sérieuses pour la Corse, du côté droit et même du côté gauche, malheureusement, parce que trop centralisatrices. Je le rappelle encore une fois, le Rassemblement national, il a changé d'avis tout le temps. On pourrait même dire le renoncement national, parce que on a dit à plusieurs reprises dans le débat, on a dit à plusieurs reprises dans le débat, toutes les positions ont changé, sauf sur la Corse. La Corse, ces partis, et j'inclus Moussa Palatine dedans, ce sont des partis qui sont aux antipodes des valeurs que la Corse représente. Je suis pas arrivé après le jacobisme au nationalisme. Ça fait 40 ans que je milite, renseignez-vous. Donc Mathieu Santini doit être content de votre discours. C'était votre candidat à Porto-Vecchio. Peut-être, on est sur une base municipale avec un programme. Il doit être content de votre position aujourd'hui. Mon discours, c'est un discours de construction. Aujourd'hui, il y a trop d'écart. Donc le groupe Lyot, il n'est ni à droite, il n'est ni à gauche. C'est un groupe de centristes et qui est pragmatique. Point final. Mais si vous êtes au second tour, vous attendez... C'est donc la pointe de Macron. Exactement. Vous attendez le soutien de qui, du coup? Moi, je ne me suis jamais présenté sous l'étiquette de Macron. Non, mais vous êtes présenté l'année dernière. La dernière fois, c'était en provision, la droite. C'est jamais clair. Moi, je n'ai jamais changé. Au PNC, dans le groupe Lyot, et sans acquaintance avec l'extrême droite, sans acquaintance avec l'extrême gauche. Point final. On peut remarquer qu'il y a 10% de circonscriptions où il n'y a pas de candidat macroniste, et on en fait partie. Nous arrivons au terme de ce débat. Vous avez donc maintenant 1 minute chacun pour la conclusion. Un peu moins d'1 minute même. Alors, c'est vous qui commencez, Michel Tchouk. Tout simplement, si vous voulez ouvrir une nouvelle voie dans le nationalisme corse, il faut voter pour Moussa Palatine, parce qu'on est un nationalisme de progrès, de projet, et clairement ancré à droite. Jean-Baptiste Louchouani. Écoutez, moi je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, les personnes qui disent, qui seraient tentées de dire on n'a jamais essayé le RN, pourquoi pas? Je suis tenté de leur dire tout simplement, mais très tranquillement, je ne vous invite pas à boire de l'eau de Javel. On n'a jamais essayé non plus. Par contre, je sais que c'est dangereux. Et quand je vois ce que fait le Rassemblement national, quand il est en responsabilité, je prendrai en particulier la ville de Perpignan où M. Alliot est maire, écroule sur la dette aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je défends très fortement les valeurs sociales, les valeurs humanistes, les valeurs de développement et d'environnement pour que le nouveau Front populaire soit en responsabilité. Et j'appelle tous les électeurs et les électrices de cette circonscription à faire de même et à amplifier cette vague qui est en train de monter. Merci, vous avez du mal avec les temps. François Fillon, s'il vous plaît. Je dirais que moi j'aurais un mot pour nos agriculteurs qui souffrent. Nous ferons en sorte de faire bénéficier à la Corse des fonds ultra-périphériques qui font qu'on puisse équiper ces agriculteurs, leur donner les moyens, et nous construirons ces 2 barrages qui vont être essentiels à l'avenir de la Corse, parce que je le dis, sans eau, pas de maraîchage, pas d'agriculture, pas de tourisme, parce qu'on ne demandera pas aux gens de venir prendre par semaine une douche en Corse. Valérie Beaud. Alors moi je dis qu'il faut changer, c'est l'heure du changement. La 2e circonscription de Corse doit avoir une voix qui porte à l'Assemblée nationale, doit participer aux débats nationaux. Moi je souhaite être une députée
du terrain, qui ira à l'encontre des habitants et des habitantes de cette circonscription, qui portera leurs projets, qui portera leur voix sur la santé, sur la sécurité, sur le logement, sur le pouvoir d'achat. Nous pouvons influer sur ce qu'il se passe à l'Assemblée nationale. Il est temps de le faire. Paul-André Colombagne, vous êtes le sortant, c'est vous qui concluez ce débat. Simplement, les électeurs m'avaient confié dans cette circonscription leur confiance. Ils me l'avaient confié pour 5 ans. Bon, c'est un accident de parcours. J'espère que je vais pouvoir continuer. Continuer pourquoi? Parce qu'un certain nombre de propositions sont déjà bien engagées, notamment le centre hospitalier universitaire qui a été voté à l'unanimité. Le projet sur l'autonomie a évolué. Il y a un projet qui est dans les ministères où on parle de projet de pouvoir législatif pour la Corse. C'est une nette évolution sur ces 2 ans. Bien évidemment, grâce à mon groupe qui est situé au centre de l'Assemblée, on a su faire adopter un certain nombre de propositions adaptées à la Corse. Et moi, j'exhorte mes compatriotes de ne surtout pas se laisser enfermer dans un débat entre cette extrême droite qui n'a aucune valeur portée par la Corse et bien évidemment ce front de gauche qui, pour certains, a des valeurs un petit peu limites. Merci. Eh bien, ce sera là la conclusion de ce 2e débat consacré aux élections législatives. C'en est terminé, mesdames, messieurs. Merci à tous les 5 d'y avoir participé, Merci. parfois dans la confusion générale. Merci Pierre pour votre patience, à vous aussi. La politique, elle continue sur Via Steel avec le 3e débat dès demain. Il concernera la première circonscription de la Haute-Corse, celle de Bastia. Même lieu, même heure, à 19h25 après le Corsi-Gazer. Et ce sera avec vous, Pierre, et bien sûr Laurent Vincenzini. Allora, a domani dunque. Intanto passatevi una buona serata.